Donc, l'idée de ce webinaire, c'est de vous parler déjà d'un petit peu des vendanges que j'ai déjà effectuées, puisque moi, je vais commencer en Italie le 12 août. Alors, vous allez me dire, l'Italie, c'est quand même loin. Oui, sauf que, en fait, ça me permet quand même d'avoir la tendance de l'année et de pouvoir vous en parler. Donc, en Italie, tout comme vous, en fait, il y a eu une floraison qui était relativement étalée et que ce soit avant ou post-floraison, il y a eu une période assez froide et au niveau météo et pluvieuse. Qui fait que on s'est retrouvé avec une floraison plus ou moins étalée, cépage par cépage, sur plus ou moins 3 semaines. Donc, et d'après les informations que j'ai pu avoir de votre part, plus ou moins, on est dans la même situation. Avec, toute cette période pluvieuse, pour eux, c'est étalé plus ou moins sur 3 à 4 semaines et a engendré aussi des problèmes sanitaires type mildiou. Et donc, ils ont très très vite enchaîné pas mal de traitements. Donc, en Italie, les bio ont fait autour de 12 à 15 sorties, hein, pour maintenir le mildiou, puis l'oïdium qui est arrivé par la suite. De ce que j'ai pu entendre chez vous, c'est à peu près la même chose. Donc, avec une forte pression que chacun a essayé de maîtriser au mieux, donc que ça soit en conventionnel ou en bio. Mais on en reparlera par la suite. Alors la petite ou grosse différence qu'il y a entre la situation vendange italienne et la vôtre, c'est qu'en Italie, en fait, à partir plus ou moins du 14 juillet, 15 juillet, hein, à partir du 15 juillet, plus ou moins, il n'y a pas eu une goutte d'eau. Donc, ce qui a fait qu'on est arrivé au moment des vendanges avec un état sanitaire qui n'était pas 100% propre, mais en tout cas stable, et avec un manque d'accumulation de jus dans les baies, donc qui a augmenté encore en fait la problématique de l'étalement de la floraison, et on va en reparler par la suite quand on parlera du pressurage. Donc en fait, on a on a eu une vendange là-bas, pas forcément généreuse, voilà, et surtout avec des baies pas trop grosses, donc avec des taux d'extraction difficiles à atteindre, et avec pas mal de libération, notamment en fin de serre, de polyphénol un peu amer et avec une forte oxydabilité sur les tailles. Voilà. Donc ça, c'est la situation, on va dire, italienne. Cette situation italienne, plus ou moins, elle s'est transposée sur Limoux, avec une situation sur Limoux un petit peu différente. Donc avec des baies globalement un petit peu plus grosses, donc des taux d'extraction qui étaient assez enfin qui sont plus faciles puisque c'est pas terminé, hein, sur Limoux, qui sont plus faciles à atteindre. Euh, mais également avec cette problématique de floraison étalée et de libération de polyphénol, enfin, sur les hautes pressions, à partir de 800 millibars plus ou moins. Et pour eux, sur les chenins qui vont commencer, enfin qui commencent en ce moment à récolter, un état sanitaire qui commence à se dégrader, lié aux pluviométries récentes qu'ils viennent d'avoir. Alors je vous parle de ça, pourquoi? Parce que ben, l'Alsace a commencé la semaine dernière avec leur crément et ben, en fait on a plus ou moins la même problématique, floraison étalée, grosse pression sanitaire au mois de juin-juillet. Beaucoup d'eau aussi sur le mois de juillet, un petit peu moins sur le mois d'août, et là, hop, ça reprend. À nouveau, pas mal de pluviométrie. On a pris encore 30 ou 35 millimètres la semaine dernière. Ce qui fait qu'on a un état sanitaire qui commence aussi à devenir incertain,
notamment sur les cépages à gros grains, donc les pinots gris, voilà, sur les auxerrois, ça va commencer, ça commence également, c'est un petit peu marqué. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, en fait, quelle que soit la région, plus ou moins, on est un petit peu dans le même bateau. On se retrouve avec une vendange assez technique et pas forcément très, très simple à gérer, et sur lesquelles va falloir être de plus en plus réactif. Ça me fait tout ça, ça me pousse à vous parler aussi des prélèvements pour avoir des prévisions de récolte un petit peu un peu fiables. C'est-à-dire que cette année, avec la floraison qui est excessivement étalée, en fait, les prélèvements au grain sont pas toujours, alors je ne veux pas dire qu'ils ne sont jamais efficaces et efficients, mais en tout cas, ils ne sont pas toujours très représentatifs de la réalité de la parcelle. Donc j'en veux pour preuve certains prélèvements que j'ai pu recevoir de droite et de gauche où en une semaine, soit ça bouge pas, voire même ça recule. Donc la maturation, dans tous les cas, elle évolue positivement, elle ne recule pas. Donc tout ça pour dire que en fait, en fonction des grains qui vont être prélevés, on ne sera pas toujours très représentatif de la situation. Et donc moi, j'ai proposé à mes clients de faire des prélèvements à la grappe, hein, une quinzaine de grappes sur la parcelle. Ça permet en tout cas de pouvoir avoir réellement une idée de l'hétérogénéité aussi au sein même de la grappe, quoi. Hein. Juste pour vous donner un ordre d'idée, en Italie, entre le début et la fin de la première serre, ce qui peut représenter la cuvée, on a eu jusqu'à 1 degré d'écart, 1 degré potentiel d'écart entre le milieu de la serre et la fin de la serre. Juste pour vous donner un peu l'étendue de l'hétérogénéité qu'on peut trouver dans une grappe. Alors tout ça, ça me fait dire qu'effectivement, même si visuellement on va se retrouver avec des grappes qui sont toutes verrées, etc., en fait, tous les grains ne vont pas être verrés, enfin matures au même niveau. Hein, donc faites vraiment très attention aux triturations de vos grappes, hein, au respect de l'intégrité des grappes. Ça va nous permettre ensuite de faire des fractionnements de jus qui sont vraiment efficients et vraiment très, très intéressants. Parce qu'au-delà de tous les côtés négatifs de la vendange, on va dire, ou des différentes problématiques, en Italie, on est sur la fin des fermentations alcooliques pour les premiers qui ont commencé. Les vins, à partir du moment, enfin les jus, à partir du moment où ils ont été bien traités, ça donne des vins absolument très, très intéressants. Très intéressant pour nous en termes de crément. Pourquoi? Parce qu'on a des belles structures acides. Euh, et donc, euh, Ça, c'est quelque chose, c'est un caractère qu'on a un petit peu perdu ces 3 dernières années, hein, où on a des acidités qui étaient relativement basses. Cette année, on revient sur une année relativement acide. On en reparlera par la suite parce que c'est pas peut-être pas toujours la bonne acidité qu'on a, mais en tout cas, on va en reparler. Donc, j'étais parti de l'idée que effectivement la trituration était très importante à vérifier cette année. Pourquoi? Parce que naturellement, parce que les pellicules ont été plus ou moins, même si elles ont été protégées, elles ont été plus ou moins attaquées par les maladies. On a cette hétérogénéité de maturation, etc. Donc les polyphénols sont vraiment très disponibles. Ça, vraiment, faites très attention à ça. Ne chargez pas trop vos caisses et préservez autant que possible l'intégrité des raisins de façon à les amener au pressoir le plus intègre possible. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Et l'autre point donc important, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est attention à l'état sanitaire, à l'évolution de l'état sanitaire.
les, donc, les résultats des prélèvements que vous avez tous reçus en même temps que moi il y a quelques minutes, qui ont été faits chez vous, montrent, moi, ce qui montre une évolution de l'état sanitaire qui n'est pas forcément, en tout cas d'un risque sanitaire qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu. On a déjà des parcelles qui ont des points de pourriture à droite à gauche, avec une météo incertaine, une température qui n'est pas forcément basse. On peut avoir une explosion assez rapide de la dégradation sanitaire. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir bien surveiller, notamment sur les terrains qui sont un peu lourds ou pour les cépages. Je vais appeler ça les cépages agrograins, hein, donc les chenins, les gros lots. Faites vraiment attention parce que ça peut aller très très vite. Euh, Par rapport à ça, je fais juste un petit parallèle, hein. J'ai goûté encore avant-hier des jus en Alsace. Les jus d'égouttage en Alsace sentent le champignon et le moisi. Pour autant, les grappes apparaissaient saines. Quand on a des problèmes sur les pinots gris, normalement sur les chenins, ça suit aussi un petit peu la même voie. Donc, euh, prenez des précautions par rapport à ça parce que, à mon avis, ça peut être une des clés de réussite de l'année. Euh, donc tout ça, ça m'amène à vous. On a parlé un peu de récolte, hein, de faire attention donc à la trituration des raisins. Donc naturellement, ça m'emmène à vous parler un peu du pressoir, de vous rappeler les normes de remplissage, hein, du pressoir, n'est-ce pas? Donc, si vous avez un 50 hectos, c'est un pressoir qui peut tenir 2500 kilos de vendange entière. Si vous avez un 60 hectos, c'est 3000. Si vous avez un 80 hectos, c'est 4000. Rien d'essayer de faire rentrer, enfin, on peut toujours faire rentrer 5000 kilos dans un pressoir de 50 hectos. Mais après, on ne peut plus parler de fractionnement de jus. C'est-à-dire que vous aurez fait tellement de trituration, tellement de tours pour faire rentrer vos 5000 kilos que de toute façon, qualitativement, on va perdre beaucoup. Et cette année, encore une fois, c'est une année qui libère beaucoup de polyphénol amer. Donc, plus vous allez triturer vos raisins, plus vous allez tasser vos raisins dans le pressoir, plus vous aurez d'extraction d'amertume potentielle, et donc plus ce sera compliqué ensuite à traiter vos jus. Donc, encore une fois, faites attention à ça. Euh, un point un point très particulier de cette année, et ça c'est lié à l'étalement de la floraison, c'est que on n'a pas réellement de point d'éclatement de baie majeur. Donc, pour ceux qui ont suivi les formations qu'on a faites, je vous ai dit, normalement, on arrive à trouver un, deux, quelquefois trois, mais souvent deux points d'éclatement de baie majeurs sur la première serre. Et donc, on va pouvoir faire des programmes de pressurage ciblés sur ces points d'éclatement de baie majeurs. Eh bien, cette année, voilà, c'est comme ça, c'est l'exception qui confirme la règle. On ne trouve pas réellement de points d'éclatement de baie majeur liés à ce problème d'étalement de floraison. En revanche, ce que l'on va trouver de façon très évidente, c'est qu'à partir d'une certaine pression, alors cette pression, elle va dépendre à la fois du cépage, mais aussi du niveau de maturité, vous allez avoir une libération de polyphénols végétaux relativement important. Donc, exemple, sur les pinots noirs en Franciacorta ou en Oltrepò Pavese, on était à partir de 750 millibars, on avait réellement une augmentation des libérations des polyphénols herbacés. Sur les chardonnays, on était un petit peu plus tard, on était plutôt autour de 800-820 millibars. Donc voilà, ça c'est quelque chose au niveau de nos fractionnements de jus pour ceux qui veulent être vraiment très précis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la cuvée
À partir de 800 millibars, grosso modo, c'est plus vraiment de la cuvée pure. Vous allez commencer à libérer un petit peu de polyphénol herbacé. Ça veut dire que si on veut être précis, à ce moment-là, il va falloir changer de catégorie, passer ce que j'ai appelé moi, pour ceux qui ont suivi les formations, la QVB, donc il faudrait passer plutôt en QVB. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste que on voit qu'on a beaucoup plus d'amertume qui est libérée. Et ça s'accompagne aussi par autre chose, c'est une légère augmentation, on va dire légère, mais légère augmentation de l'acide malique. Donc, tout ça, ça veut bien dire qu'à partir de cette pression, en fait, on va trouver des raisins moins mûrs qui vont s'éclater à partir de 800. Euh, donc, voilà, ça veut dire que notre première serre, en fait, n'est déjà pas homogène. Hein. En gros, elle est représentative, hein, en fait, de la qualité de la vendange au départ. La vendange n'est pas homogène. Si on met les raisins correctement dans le pressoir de façon respectueuse, on va dire, on va avoir une extraction séquencée, donc avec une belle cuvée et une cuvée B qui sera qualitativement un petit peu moins bonne. Ah, l'autre point important qu'il faut signaler, encore une fois, nous sommes allés tous entre 10 et 15 fois dans les vignes pour être large, pour sauver l'état sanitaire de la récolte. Il fallait le faire, c'est très bien, on y est allé, on l'a fait et c'est parfait dans le meilleur des cas. Mais sur les jus d'écoutage, on a des taux de cuivre, parce que je n'ai suivi que le cuivre, parce que pendant la vendange, il faut être efficace. En tout cas, on arrive à des taux de cuivre très importants sur les jus d'égouttage. Donc, moi, je vous conseille très fortement de mettre ces jus à part, parce que ces jus, au-delà de la présence en cuivre, ça vous permettra d'éliminer aussi les déviations organoleptiques s'il y en a. Mettez-le de côté, dégustez-les à part. Ça vous permettra réellement de pouvoir traiter cette problématique, soit cuivre. Hein, j'ai eu jusqu'à 20 milligrammes, hein, entre 15 et 20 milligrammes de cuivre sur ces premiers jus. Alors, ces premiers jus, ils représentent 10% du volume de jus. Donc, vous avez 10% du volume de jus qui ont jusqu'à 20 milligrammes de cuivre dans certains cas. Attention à ça parce que, alors encore une fois, j'ai mesuré le cuivre, j'ai pas mesuré des éventuels résidus produits phyto, qui sont pas forcément meilleurs. Je vous rappelle juste une chose, le cuivre, on utilise du cuivre pourquoi? Pour lutter contre des champignons. La levure, elle n'aime pas trop le cuivre, hein, elle fait partie de la même famille. Donc, en fermentation primaire, on n'a pas de souci, puisque avec la population levurine qu'on a, de toute façon, la fermentation, aucun souci, elle va aller au bout. Simplement, attention, ces années compliquées, normalement, 6 mois après, on se retrouve avec des soucis de prise de mousse qui ne sont pas forcément toujours complètes. Donc, moi, je vous engage fortement à mettre ces jus de côté, à les traiter séparément. S'il faut mettre du charbon, des détoxifiants dessus, on va le faire. S'il faut mettre de la PVI dessus, on va le faire. On a les moyens de les traiter, on a les moyens, en tout cas, de les mettre à part, de façon à ne pas polluer la totalité. Alors, donc ça, moi, c'est quelque chose sur lequel je veux attirer votre attention parce que ça peut être vite très problématique, surtout si l'état sanitaire ensuite se dégrade. Euh, et après, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais l'autre spécificité de cette année, hein, c'est la présence de ces polyphénols amers, une richesse polyphénolique très importante, qui fait qu'on a des jus qui ont une oxydabilité relativement importante. Donc là, on a deux écoles, hein, deux stratégies. C'est soit on évite l'oxydation et donc on fait ce qu'il faut pour que les jus ne s'oxydent pas,
soit quand on arrive à un certain niveau de polyphénol, autant aller sur l'oxydation, les laisser s'oxyder, faire des décalages donc éventuellement faire de l'hyperox, mais au moins, par exemple, sur les tailles, on pourrait tout à fait imaginer faire des décalages de sulfitage à minima pour pouvoir éliminer naturellement des polyphénols oxydables amers qui veulent bien tomber tout seuls. Hein. Donc ça, je pense qu'il y a une stratégie là-dessus à mettre en place pour mettre en fermentation des jus vraiment les plus propres possibles. Euh, donc, je voyais. Alors, Florent me demande, est-ce que les teneurs en cuivre sont également élevées sur les cuvées? Alors, alors, si le pressoir est chargé correctement, si on fait un fractionnement de jus propre, moi, les teneurs que j'ai trouvées, là où j'avais entre 15 et 20 mg de cuivre sur sur les jus d'égouttage, je me retrouvais entre 2 et 3 mg sur les cuvées. D'accord? En revanche, en Alsace, c'était quand c'était samedi, ouais, samedi, je suis allé dans une cave coopérative, chargement des pressoirs, donc en Alsace, hein, vous savez, c'est vendange en bottiche. Les bottiches sont versées dans un conquet vibrant. Le conquet vibrant arrive sur euh, sur une sauterelle et la sauterelle tombe sur un tapis. Voilà. Donc là, on était à 8 mg de cuivre sur les jus d'égouttage et à 5 mg sur les cuvées. Donc, encore une fois, ça montre bien l'importance de respecter les raisins. Plus on va les respecter, plus on va pouvoir concentrer en fait la problématique sur ces jus d'égouttage et pas la diluer sur l'ensemble des volumes. Hein, donc, par contre, sur les tailles, on a retrouvé, que ce soit en Alsace ce week-end ou en Italie ou à Limoux, etc., zéro. Donc, c'est-à-dire, c'est bien le cuivre sort au début. Simplement, ben, si les raisins sont pas suffisamment intègres, on va se retrouver avec du cuivre qui un petit peu partout. Hein, voilà. Est-ce que j'ai répondu, Florent, à ta question? Voilà. Oui, donc je disais, la problématique des polyphénols, c'est quelque chose faut que vous preniez vraiment au sérieux. Dégustez bien vos jus avec un focus sur les finales de bouche. Faut vraiment être attentif à ça. Quand vous dégustez, au début, plus ou moins, on a tendance à pas trop sentir les polyphénols parce qu'on a le sucre qui nous emballe la bouche. Donc une fois que le sucre est passé, faites un focus sur la finale de bouche parce que là se trouvent vraiment les amers et je vous promets qu'après fermentation alcoolique, ces amers ressortent comme le nez au milieu de la figure, on voit plus que ça. Et c'est dommage parce on peut réellement passer à côté du millésime si on n'est pas suffisamment attentif à ça. Euh, L'autre point important de l'année, j'en parlais un tout petit peu au début, ça va être la gestion de l'acidité. L'acidité, on en a, vous avez vu sur les prélèvements, on en a beaucoup. On en a beaucoup plus que ce qu'on pouvait avoir l'an dernier. Mais le problème, c'est que le rapport tartrique-malique n'est pas vraiment bon. Hein. On a encore des maliques qui sont très élevés. Euh, on est plus ou moins à 2 grammes de plus que l'an passé. Donc quand on se retrouve avec plus ou moins un rapport un pour un entre le tartrique et le malique, ça veut dire qu'une fois qu'on aura passé la fermentation alcoolique, l'élevage et la stabilisation tartrique, on va se retrouver avec pas plus de tartrique que d'habitude. Par contre, on aura toujours nos 2 grammes de malique supplémentaires. Et le Malik se positionne plutôt en finale de bouche, va plutôt aller augmenter
la perception des amertumes. Et donc, ça peut vite être problématique, notamment quand on est sur des créments que l'on souhaite sortir rapidement. Il va falloir faire une réflexion, avoir une réflexion sur cette gestion du rapport tartrique-malique. Donc, est-ce qu'il faut faire la malo de façon totale, de façon partielle? J'en sais rien, c'est une possibilité, en sachant que la malo modifie partiellement un petit peu la signature aromatique, notamment si on la gère post-fermentation alcoolique. Ça veut dire que ça vous demande aujourd'hui de vous poser la question, si vous voulez faire la malo, moi, je vous conseille plutôt d'aller en co-inoculation, de la faire, de la prendre en charge dès le début pour limiter des sensations diacétyl, petit lait, etc. Surtout qu'attention, on n'est pas sur des 2 grammes, 2 grammes, 3 grammes de malique. Là, on va récolter des jus avec 5 grammes de malique. Donc, il y aura une influence gustative relativement importante. Donc, soit on va sur, effectivement, une dégradation bactérienne de l'acide malique, ok, on aura de l'acide lactique avec plus de volume en bouche. Ça peut être une solution. Ce n'est pas la seule. Il y a une autre solution qui est une solution plus chimique. Je dirais que quand on est en Allemagne, c'est avec celle-ci qu'on commence, c'est la situation double sel. On va faire une désacidification double sel. Alors c'est relativement lourd comme désacidification, c'est une désacidification chimique, c'est pas forcément quelque chose qu'on aime faire, mais surtout, moi ce que je vois là, c'est que la- le tartrique n'est pas suffisamment important par rapport à l'acide malique. Donc, on va diminuer les deux, très bien, mais on ne va pas résoudre notre problème de rapport tartrique-malique. Donc, pour moi, ce n'est pas la solution pour cette année. Une autre solution disponible, c'est l'utilisation de Schizosaccharomyces qui pourrait, elle, ces schizos, aller attaquer directement l'acide malique, le transformer en alcool avec dégagement de CO2, etc. Et donc, ça nous permettrait effectivement de diminuer spécifiquement l'acide malique de façon un peu plus maîtrisée, sans pour autant toucher à la signature aromatique. Bref, on a 3 solutions, mais c'est des solutions qu'il faut envisager maintenant, avant qu'on soit dans le flot des vendanges, et pour être prêt, parce que si on décide de faire la malo, la gestion du SO2, c'est pas la même. Si on veut faire du double sel, il faut être prêt pour le faire, hein, c'est un traitement qui est relativement long. Et si on veut des schizos, il faut avoir le temps de se les faire amener. Donc, en tout cas, c'est des solutions, à mon sens, sur lesquelles il faut réfléchir, parce que ces rapports tartrique-malique, va falloir les gérer, notamment si on doit, pour des raisons sanitaires, hum, aller couper nos chenins un peu plus tôt que prévu, quoi. Voilà. Donc, ayez bien ça en tête de façon à être très réactif, on va dire, de ne pas subir la vendange, mais d'anticiper les problématiques. Et l'objet de ce webinaire, c'est un petit peu ça, c'est vous permettre d'avoir une vision un peu de l'extérieur pour vous dire, attention, ces problématiques-là, on peut y être confronté un peu plus vite que prévu. Alors, les vins de cette année, si on a eu la bonne idée ou si on a eu l'opportunité l'année dernière, l'année d'avant, d'avoir des vins de réserve, ce sont des vins qui vont être tout à fait complémentaires aux vins de réserve. C'est-à-dire qu'on a des vins de réserve qui sont un petit peu mous, qui manquent un peu de fraîcheur, etc. Les vins de cette année vont être absolument parfaits pour faire un assemblage et pouvoir rééquilibrer un petit peu les choses. Euh, donc, de la même façon, les vins de cette année, pour ceux qui veulent faire des VCI, qui vont avoir la possibilité d'en faire, c'est des vins, moi, qui m'intéressent énormément. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir une belle. Donc simplement,
ils ont une belle structure acide, mais je vous ai parlé d'autre chose, c'est qu'ils avaient aussi énormément de polyphénol oxydable. Les faire, et si vous voulez qu'ils soient stables au niveau de leur évolution, il va falloir les traiter correctement de façon à éliminer ces petits polyphénols acides. Donc, et je vous rappelle, c'est quelque chose que je vous ai dit aussi en formation, hein, les vins de réserve que l'on fait, ce sont les meilleurs de la cave, donc c'est 100% des cuvées, 100% des QVA, de façon à avoir la meilleure évolution, hein, au niveau de la meilleure évolution pour pouvoir les utiliser l'an prochain si l'année est plus mature, moins de malique, moins de fraîcheur, bah, ce sera des vins médecins qui vont pouvoir nous servir en assemblage. Donc, euh, encore une fois, les VCI, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Toute la notion de vin de réserve, c'est quelque chose qui est très intéressant. Bon, j'ai cru comprendre aussi que le marché était un petit peu plus compliqué que ce qu'on on pensait l'an dernier. Peut-être que tous les vins ne seront pas vendus ou retirés, etc. Donc, pensez bien à ça, euh, à créer des cuves vraiment spécifiques vins de réserve qui vous permettront l'an prochain de garder des bases vraiment très intéressantes qu'on pourra assembler pour éventuellement, comme je disais, rééquilibrer des acidités potentiellement un petit peu plus faibles. Voilà. Donc, globalement, les gros points dont je souhaitais vous parler ou vous alerter, ce sont ceux-là. Maintenant, je suis bien sûr disponible pour répondre à vos questions. Euh, Si, avant ça, donc, dans nos accords avec la Fédé, je dois venir aussi 2 fois pour pouvoir vous proposer des programmes de pressurage adaptés au millésime. Donc moi, j'ai prévu, grosso modo, de venir la semaine prochaine. Donc je suis à la recherche de domaines qui voudraient bien m'accueillir de façon à pouvoir faire un programme sur Pinot Noir, un programme sur Chardonnay. La semaine prochaine, ce sera ça. Et puis par la suite sur Chenin et Cabernet, essentiellement. Donc n'hésitez pas à me contacter pour me dire quand vous pensez commencer, si vous commencez lundi, mardi, mercredi, etc. Et si on peut se trouver et que je puisse venir chez vous pour faire ces programmes et ensuite les distiller, enfin vous les renvoyer via Sylvain, donc la semaine prochaine, le plus tôt possible. Voilà. En tout cas, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à me solliciter. Donc j'ouvre les micros pour tout le monde pour que vous puissiez justement poser vos questions plus facilement. N'hésitez pas à mettre en route votre micro pour pouvoir parler. Soit je vous ai tous endormis, soit j'ai été trop clair, ou alors Bonjour, vous m'entendez? bonjour. Ouais, Éric Laurent. Oui, oui, bonjour Eric. Salut, ça va? Ça va bien, merci. J'avais un petit peu de retard, désolé. Je t'en prie. Euh, Dis-moi. sur, euh, sur ce qui est biodynamie, c'est quoi ta stratégie justement sur les polyphénols pour éliminer justement les polyphénols Vas-y. et surtout sur cette année végétaux apparemment et amers? Ouais, ouais. Quelle serait ta stratégie que tu envisagerais? Ben là, la stratégie, bon, tout ce qui est bio, donc effectivement, on est un peu quand même limité dans les moyens d'action. Oui. Biodynamie encore pire. Moi, aujourd'hui, comme je disais, le sulfitage différé, voire Mm. l'hyperox, me semble être une solution possible, on va Ouais, dire. tout à fait. Parce que ça nous permettrait d'éliminer
en tout cas avant fermentation, tous ces petits polyphénols amers, en sachant qu'on n'élimine pas tout quand même, hein. Oui, Donc après, en fonction des référentiels qu'on a, bio, NOP, Bourgeon, etc., soit après on peut travailler en colle de poids pour essayer de les tomber un peu, soit colle de poids chitine, enfin voilà. Mais c'est clair que PVPP, on n'y a pas le droit, donc c'est pas ouais. possible. Donc voilà, moi j'irais essentiellement ça. Et l'autre chose, oui, dont j'ai pas parlé, mais qui est aussi peut-être importante, euh, c'est que plus on va pouvoir faire fermenter et fermenter des jus propres, plus on pourra utiliser nos levures. Mm. On Donc travaille avec les l'idée, levures derrière. voilà, l'idée, c'est vraiment d'essayer de travailler enfin, de faire des fermentations les plus propres possibles. Donc sans bento, si on veut mettre de la bento, on la met avant, voilà, pour fermenter vraiment sur des lits vraiment propres. Et de cette façon, ça nous permet de retravailler les lits en fin de fermentation alcoolique, d'utiliser les lits de cuvée pour aller améliorer nos tailles, de pouvoir utiliser les lits de Chardot pour décolorer ou améliorer nos cuvées de Cabernet ou taille de Pinot ou autre. Ça, c'est aussi quelque chose de relativement intéressant et qui fonctionne plutôt pas mal. Moi, c'est une stratégie que j'ai fait sur deux domaines là, en Oltrepo, enfin bio, en Oltrepo et en Franciacorta, et ça fonctionne plutôt bien. Ok. Donc, Et quand tu avec dis un soutien. mou propre, c'est avec des turbités, pour toi, c'est. Voilà, moi, là, j'ai mis en fermentation avec à 50 NTU, quoi. 50, ouais. Ouais, je suis allé bas. Je suis Mm. allé bas. Mais justement, dans cet objectif d'aller utiliser les lits, d'avoir des lits médecins, quoi. Mm. Voilà. Ok. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça Ok. donne. Ouais, ouais, de toute façon, après, et là, tu avais travaillé sur des états sanitaires qui étaient parfaits. C'est Et juste j'ai. là où. Voilà. Ouais. 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 Mm. Là, Ok. dans ce cas-là, effectivement, Eric, j'étais sur des états sanitaires qui étaient. Alors, parfaits, non, parce que quand même des parcelles qui avaient subi les unes ou les autres un peu de mildiou, mais en tout cas, du mildiou sec, il n'y avait plus Oui, rien. oui, c'était Il y sec. avait pas de botrytis, quoi. Hein, voilà. Ouais. Ok. OK. Mais en tout cas, ça a vraiment bien travaillé. Ça marche. J'ai une question de Vincent qui est assez intéressante par rapport au crément rosé. Est-ce qu'il ne tire pas trop sur les orangés? Comment te dire? J'ai pas essayé. C'est-à-dire que quand j'ai vu comment les pinots noirs en Franciacorta ou en Oltrepo ou à Limoux cassaient, je me suis même pas posé la question. J'ai travaillé des pinots noirs en blanc et on s'arrangera pour la couleur. Mm. Parce que effectivement, les vins, enfin les jus ne tiennent pas, ouais, ne tiennent pas vraiment l'oxydation, quoi. Et donc oui, Paul, je vais renvoyer des programmes de Cabernet et de Chenin, donc donc forcément pas la semaine prochaine, mais je reviendrai donc soit fin de la semaine du 17, soit la semaine d'après, en fonction de l'avancement de la maturation, pour pour pouvoir vous donner des programmes adaptés. Voilà, moi, là je suis à Limoux en fait. Pourquoi? Parce que demain il y a les premiers chenins qui arrivent et je vais commencer à faire des programmes de chenin demain à Limoux. Voilà. Une autre question? Pour, euh,
Pour rebondir un petit peu sur la question d'Éric, juste une chose, je vous rappelle que cette année, il y a modification de la directive étiquetage, hein. Donc, on a intérêt à bien travailler nos jus pour ne pas avoir d'amers ou de choses comme ça. Parce que quand il faudra mettre de la gomme arabique ou autre, ou de l'acide citrique pour compenser des acidités qui sont pas justes, etc., faudra qu'on le fasse, faudra qu'on l'écrive sur nos étiquettes, hein. Donc, faut vraiment qu'on se prenne par la main et qu'on réfléchisse à toutes les problématiques, quoi, hein. Euh, donc sinon, autre question, oui, comment traiter le cuivre sur les jus? Donc en fait, sur les jus d'égouttage, hein, je vous ai dit, hein, donc il y a une solution qui est le charbon, hein, qui a un peu tout, euh, qui travaille aussi bien sur les détoxifications, mais aussi qui désodorise un peu ou qui peut assainir quand on a des problèmes de déviation. Donc ça peut être une solution. L'autre solution, c'est d'utiliser de la PVI, hein, PVI donc, qui n'est pas autorisée en bio, mais qui fonctionne relativement bien. Ensuite, il y a des préparations qui sont proposées par un labo ou par un autre à base d'écorce de levure ou de choses comme ça, qui ont une efficience un petit peu moindre, pour dire les choses. L'autre solution, notamment quand on a des taux de cuivre sur les cuvées, par exemple, ou bien si on ne veut pas traiter au charbon, ou si on ne peut pas traiter au charbon ou à la PVI, c'est de décaler les apports azotés. C'est-à-dire que vous commencez par, au lieu de mettre 10 grammes de levure pour ensemencer, vous mettez 20 grammes. Vous emmenez votre jus en réduction le plus rapidement possible. Plus les levures vont être en stress, plus elles vont réduire, plus elles vont produire d'H2S, plus elles vont précipiter le cuivre en CUS. Donc ça, c'est aussi une solution, notamment bah, pour les bio, c'est une solution que j'aurais proposée. C'est assez intéressant. Ça permet en 3 jours, plus ou moins, de tomber jusqu'à 10 milligrammes de cuivre. Donc après, voilà, on se retrouve sur un jus exempt. À partir du moment en fait où vous avez la réduction qui arrive, bah, c'est que le cuivre, grosso modo, est à peu près tombé et que donc vous pouvez à ce moment-là complémenter en azote si besoin. Voilà, c'est une solution pour essayer d'éliminer le cuivre à coup sûr et le plus rapidement possible. Une dose Et de des doses de charbon par rapport à des quantités de cuivre, ben là, c'est on monte. comment? Il y a une C'est pas règle? linéaire, hein. C'est pas Ouais. linéaire le problème. Donc, je suis allé de 15 grammes pour les dosages où j'avais entre 5 et 7, jusqu'à 50 grammes pour les doses où j'avais 20 milligrammes, plus ou moins. Enfin, c'est pas plus ou moins, en tout cas, c'est ce que j'ai conseillé. Ça m'a permis de baisser, de me retrouver en début de fermentation autour de 3 milligrammes, quoi. Donc, relativement facile à éliminer. Et donc, Paul, non, pour répondre à ta question, non, je soutire pas avant de faire le complément en azote, parce que de toute façon, c'est en suspension. Par contre, je soutire forcément fin de fermentation alcoolique pour éliminer le CUS qui va se retrouver dans l'élie, quoi. Voilà. Et Anne-Laure, la tentative de déclaration de mou de Cabernet par des lits de Chardonnay ou Chenin, quel délai d'action? Bah ça, en gros, c'est fin de fermentation alcoolique, tu vas les ajouter. En fait, c'est du contact. Donc, tu vas ajouter tes lits, tu vas faire 2, 3 bâtonnages et ensuite, tu vas pouvoir soutirer à nouveau, quoi. Donc, le délai d'action, c'est grosso modo, ça va se faire sur une semaine ou 10 jours.
Est-ce que certains commencent la semaine prochaine dans les 36 en ligne là? Jean-François, oui. D'autres? Non? Peut-être fin de semaine prochaine. Ouais, Ouais. peut-être aussi. Et tout dépend de la climato, sur des chars d'eau, des créments chars d'eau et pinot. Ok. Donc ouais, je pense de toute façon Pinot Noir, il va falloir y aller. Et puis les chardonnays, hein, enfin, à regarder les uns ou les autres hein, en fonction de l'état sanitaire, comment Ça tient. Ouais. ça va tenir, voilà. Ouais, ouais. Ouais, donc voilà. Donc les réponses, c'est en gros Pinot Noir pour début de semaine et puis Chardot si le temps joue avec quoi. Ça va être un peu ça. Ouais. Mm. Vu la météo annoncée, ça va être rigolo. Et oui. Alors il y a une chose hein, donc moi qui peut alors comme qui me choque pas trop hein, parce que en tant que champenois de naissance quand on commence, qu'il pleuve, qu'il vente, etc., qu'il neige, peu importe, on a commencé, donc on finit. Donc on y va. C'est vrai que dans d'autres régions, quand il pleut, bah, on s'arrête. Sachez que quand ça commence à se dégrader, ça se dégrade tellement vite qu'il faut mieux y aller même sous la pluie. Hein. Ouais. Donc, donc si on a de l'eau et qu'il fait pas froid, je vais dire ça comme ça, faudra pas s'arrêter, quoi. C'est-à-dire que le choix, il va être soit on récolte pas mûr, soit on récolte et on récolte sain, soit on récolte pourri, quoi. Hein. Donc c'est voilà. Donc après, ben, voilà, si on a la chance d'avoir un état sanitaire qui est propre, on peut attendre puisque, comme je vous disais, on a des acides maliques qui sont très élevés et l'acide malique est un petit protecteur des pellicules et des raisins. En tout cas, permet d'avoir une meilleure stabilité sanitaire. Quoi qu'il en soit, quand les pellicules ont été touchées un peu par le milieu, un peu par l'oïdium, qui a une grosse pression, le, le- le- l'acide malique ne suffit pas. Hein. Donc, faut plutôt couper, quoi. D'autres remarques, Anne, tu as des choses à... On t'entend pas, Anne. Ou Hugues, tu as des choses à dire par rapport au vignoble, par rapport à ce que tu as vu, toi, de ton côté? Oh, je crois que tu as fait un très bon Chardot. Je commence à avoir un petit peu aller très vite. Ah, on t'entend plus, Hugues. Donc oui, Anne, Non, oui, vas-y. non, non, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que tu as dit parce que c'est concis et précis et ça représente bien la situation actuelle. Donc il faut vraiment aller souvent dans les vignes, à mon avis, de nombreuses fois par semaine pour voir l'évolution sanitaire. Ouais, donc, et Anne nous met que la peur que les chardots soient pas prêts en fin de semaine prochaine. Et c'est vrai que c'est un problème, c'est un problème. Il va falloir gérer ce choix entre bah, si c'est sain, on attend un peu, et si c'est pas sain, il faudra y aller. Voilà, il faudra y aller autrement, quoi. Donc, est-ce que j'envisage de reporter début de semaine
prochaine, début de semaine d'après, je ne pense pas, je serai sans doute tout simplement parce que début de semaine prochaine, ce sera début des vendanges au Luxembourg et donc il faudra que je sois soit en Champagne, soit au Luxembourg. Donc ce sera parce on va commencer là. Donc je pourrais venir moi en milieu de semaine prochaine, en milieu de semaine d'après, mais pas au tout début. Donc voilà. Euh, Autre chose? Non. Sinon, par rapport, qu'est-ce que je veux dire ici? Par rapport aux fermentations, pas de problématique particulière, hein. Il n'y a pas une. Alors après, ça dépend aussi des amendements viticoles qui ont été faits, mais sinon, j'ai pas constaté de carence énorme au niveau azoté. Il y en a qui sont plus ou moins riches, d'accord, mais pas de carence énorme et pas de très grosse réduction, en tout cas sur les jus, même en partant avec des 50 NTU, voire en dessous. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant et marquant à dire. Euh, et sur sur l'Alsace, que je n'avais pas eu du tout ailleurs, mais sur l'Alsace, que ça soit samedi ou que ça soit lundi, euh, on a eu notamment sur les tailles et sur les jus d'égouttage des bourbes qui sentaient très rapidement l'acétate d'éthyle. Donc, grosse méfiance par rapport à ça. Donc, ça, c'est lié aussi au pH. Les pH, même si les acidités sont élevées, les pH sont relativement forts. Parce que une Magnifique. proportion de potassium relativement importante. Donc faites aussi attention à bien nettoyer vos cuves de débourbage, à bien euh, à bien les désinfecter parce que ça peut vite être problématique. En tout cas, pour moi, ça, c'est un signe, en tout cas pour l'Alsace, on verra chez vous la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais pour l'Alsace, c'est un signe que au niveau état sanitaire, on arrive sur un point de questionnement, un point de rupture. C'est-à-dire que quand ça commence à sentir la colle scotch le lendemain matin, quand on débourbe, c'est que il y a quand même une problématique. Hein. Donc juste faites attention à ça. Euh, Dégustez vos bourbes après débourbage, sentez bien vos cuves si ça commence à sentir l'acétate d'éthyle, faut vraiment mettre les cuves propres, quoi, les tenir propres, sinon ça prend vite des proportions qu'on ne maîtrise plus, quoi, après. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, on a fait le tour? Sylvain, de ton côté, tu as d'autres informations à faire passer? A priori, non. On va donc enregistrer, nettoyer la vidéo pour vous la mettre en ligne sur le site Techniloire. On attendra le travail de Nicolas et les préconisations de programme de pressurage sur les différents cépages pour vous les transmettre le plus rapidement quand on les reçoit. N'hésitez pas, vous, de votre côté, à nous dire si vous avez des attentes pour la faire remonter et pouvoir voir si Nicolas peut apporter des réponses à vos problématiques et qu'on puisse communiquer à tout le monde ces réponses. Voilà. De toute façon, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas, hein,
vous m'appelez. Et puis, bon, je suis en vendange, tout comme vous. Donc, les réponses, j'essaie de les faire le plus rapidement possible. Quelquefois, c'est assez concis, c'est direct, mais en tout cas, j'essaye de répondre dans la mesure de mes possibilités. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne vendange, beaucoup de courage. Mais en tout cas, encore une fois, les résultats post-fermentaires sont vraiment intéressants. Ça donne des vins tendus, des belles, des belles bouches bien structurées. Donc voilà, si on gère bien nos amers, si on gère bien notre acidité et les problèmes d'oxydation, on a vraiment un beau millésime crément dans la main, dans les mains. J'en parlerai pas plus par rapport au rouge ou par rapport au rosé, mais en tout cas sur les bulles, on a un beau millésime de bulles potentiel. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne vendange à tous. Merci à Nicolas et merci à tout le monde Merci. d'avoir participé. Je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Au revoir à tous.